Parmi tous les trésors jamais mis au jour de l'ancienne Égypte, aucun objet n'a suscité autant de questions, nourri autant de rumeurs et déclenché autant de spéculations que ce masque. Le masque funéraire de Toutankhamon. Un visage d'or qui, depuis des générations, est devenu le symbole d'une civilisation entière. Mais que se passerait-il si ce visage n'avait jamais été destiné à lui? Et si l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire de l'humanité racontait en réalité une histoire différente de celle à laquelle nous croyons depuis plus de 100 ans? Reste bien jusqu'à la fin, car plus on s'enfonce dans cette énigme, plus il devient clair que derrière cette surface éclatante se cache quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que nous pensions savoir de ce masque. Le masque d'or de Toutankhamon est exposé au public depuis plus d'un siècle. Des millions de personnes sont passées devant lui, d'innombrables chercheurs l'ont décrit, mesuré, photographié et interprété. Son poids est connu. La composition exacte de l'or a été analysée. Chaque pierre incrustée a été identifiée, nommée et associée à une signification symbolique. Très peu d'objets de l'Antiquité ont été étudiés avec une telle intensité. Et pourtant, quelque chose d'inattendu s'est produit lorsqu'une équipe internationale de chercheurs a, pour la première fois, observé l'intérieur du masque grâce à une technologie moderne basée sur les neutrons. Là, ils ont découvert quelque chose qui n'apparaissait dans aucun rapport précédent. Rien sur la surface extérieure, rien dans ces zones étudiées pendant des décennies, mais dans un endroit caché que personne n'avait vu depuis plus de 3000 ans, depuis le moment où le masque a été posé sur le visage du jeune roi. Lorsque Howard Carter, le 28 octobre 1925, retira les dernières couches de lin de la tête de la momie et vit le masque pour la première fois dans son intégralité, il écrivit dans son journal que le visage d'or semblait avoir été achevé la veille. Après plus de 3000 ans passés dans l'obscurité de la vallée des rois, aucun œil nu ne percevait de fissures importantes, de cassures ou de signes visibles de détérioration. C'est précisément ce qui rendait la première impression si saisissante. Ce n'était pas seulement une découverte, c'était une rencontre avec quelque chose que le temps lui-même semblait à peine avoir touché. Le masque pèse 10 kg et 23 grammes. Il a été fabriqué en or massif et décoré de verre coloré, de lapis-lazuli et de cornaline. Sa surface est lisse et suit le style classique de l'art égyptien antique. Le visage est symétrique, les yeux sont soulignés de noir, et au menton se trouve la barbe postiche qui symbolise la dignité divine du souverain. C'est l'une de ces images que même ceux qui savent peu de choses sur l'Égypte reconnaissent immédiatement. Il n'est pas nécessaire de connaître le nom du roi pour reconnaître ce visage. Depuis sa découverte, le masque a été étudié sous presque tous les angles possibles. Les inscriptions sur les épaules et la poitrine ont été soigneusement traduites et longuement expliquées. Elles appartiennent à une version du chapitre 150 et 1 du livre des morts, une collection de textes censés aider le défunt à traverser en toute sécurité l'au-delà. Les matériaux eux-mêmes ont également été associés à des significations symboliques. Le lapis-lazuli évoque le ciel et la renaissance. La turquoise représente la vitalité et la protection. L'obsidienne donne aux yeux une profondeur particulière. Chaque élément visible de ce masque a été examiné avec la plus grande attention. C'est précisément pour cette raison que presque personne ne s'attendait à une surprise lorsque, au début des années 2000, il fut décidé de numériser l'intérieur du masque. Personne n'anticipait une sensation. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle enquête à proprement parler, mais d'une étape de conservation, d'une documentation plus précise, d'une confirmation technique de ce que l'on pensait déjà savoir. Pourtant, c'est là que le problème a commencé, car le masque ne s'est pas contenté de confirmer ce qui était connu, il l'a contredit. Dès le début, la découverte elle-même avait été entourée d'incohérences. Lorsque Howard Carter ouvrit en 1922 la tombe désignée sous le nom de KV62, il remarqua immédiatement que cet endroit ne correspondait pas à ce que l'on attendait d'une tombe royale. La chambre principale où reposaient le sarcophage et la momie était étonnamment petite. Les pharaons commençaient généralement à planifier leur tombe dès leur accession au trône. Ces structures se développaient sur des décennies pour devenir des complexes architecturaux comprenant de longs couloirs, plusieurs salles et une organisation soigneusement pensée. Mais dans le cas de Toutankhamon, tout semblait différent. La chambre funéraire donnait plutôt l'impression d'une solution improvisée que d'un lieu minutieusement planifié. Les peintures murales fournissent également des indices sur des circonstances inhabituelles. Dans d'autres tombes royales bien conservées de la même époque, les artistes expérimentés travaillaient avec une grande précision. Chaque ligne était maîtrisée. Mais ici, certaines zones révèlent souvent des traits hésitants. Des analyses des couches de peinture ont montré que, dans certains cas, les artistes ont continué à peindre alors que la couche inférieure n'était pas encore complètement sèche. Dans des conditions normales, une telle pratique aurait été difficilement imaginable.
Cela suggère qu'une pression liée au temps pouvait jouer un rôle. Les objets funéraires renforcent encore cette impression. Sur plusieurs d'entre eux, le cartouche, l'ovale contenant le nom du pharaon, a été manifestement modifié. À l'aide de grossissements, on observe que la surface autour du nom de Toutankhamon n'est pas homogène. Des restaurateurs ont déjà constaté que ces zones présentent des traces de travail qui ne peuvent être expliquées par une usure naturelle. Cela indique que des inscriptions plus anciennes ont été effacées avant que le nom de Toutankhamon ne soit gravé. Bien que rare, ce type de modification n'était pas totalement inconnu dans des circonstances exceptionnelles. Même le sarcophage massif ne s'adapte pas parfaitement à l'espace prévu pour lui. Les ouvriers ont dû en entailler les bords pour pouvoir l'introduire dans la chambre. Les traces de ces ajustements sont encore visibles aujourd'hui. Tous ces indices conduisent à une explication plausible. Toutankhamon est mort jeune et de manière inattendue, laissant peu de temps pour organiser des funérailles royales. La tombe entière semble avoir été réalisée dans une grande urgence. Cette interprétation est acceptée par de nombreux spécialistes et permet d'expliquer la plupart des anomalies observées dans KV62. Mais il existe une exception qui s'intègre beaucoup moins facilement à ce tableau, le masque lui-même. Car si tout a réellement été fabriqué dans l'urgence, pourquoi l'objet le plus élaboré de l'ensemble ne montre-t-il presque aucune trace de cette précipitation ? La surface du masque ne ressemble pas au résultat d'un travail bâclé ou accéléré. Au contraire, elle paraît d'une précision remarquable, pensée dans ses moindres détails et exécutée avec une maîtrise technique hors du commun. Lorsque les chercheurs commencèrent à examiner le masque de plus près, ils remarquèrent qu'il ne se comportait pas comme un objet parfaitement homogène. L'analyse de la composition métallique révéla des différences nettes entre le visage et le némès, le couvre-chef rayé caractéristique des pharaons. Les proportions d'argent et de cuivre y varient de manière systématique. Sous certains éclairages, ces zones reflètent aussi la lumière de façon légèrement différente. Il ne s'agit pas d'une erreur de mesure, mais d'un indice clair montrant que des matériaux distincts ont été employés, ou que certaines parties ont été fabriquées à des moments différents. Un autre détail soulève lui aussi de nouvelles interrogations. Les oreilles du masque sont percées. Dans l'art égyptien ancien, ce trait est généralement réservé aux représentations féminines ou à celles d'enfants. Chez les pharaons adultes de sexe masculin, il apparaît beaucoup plus rarement. Ces perforations ne peuvent pas être le fruit du hasard. Elles ont été réalisées intentionnellement. La zone autour du cartouche réagit également à la lumière, d'une manière différente du reste de la surface. Cette variation est localisée et laisse penser que le métal y a été retravaillé avant que le nom actuel ne soit gravé. Enfin, le visage lui-même ne correspond pas parfaitement aux autres représentations de Toutankhamon. Les statues et reliefs de son époque montrent des traits plus fins, une mâchoire plus étroite et des pommettes moins marquées. Le masque, lui, paraît plus large, plus anguleux, presque plus affirmé. Tous ces écarts ne fournissent pas à eux seuls une réponse définitive, mais ils mènent à une conclusion importante. Le masque ne semble pas avoir été conçu dès l'origine comme une œuvre unique réalisée pour un seul usage précis. Pourtant, jusqu'ici, toutes ces observations ne concernent encore que ce qui est visible, ce qui a été regardé pendant plus d'un siècle. L'élément décisif, lui, se trouvait à l'intérieur. Pour comprendre pourquoi ce qui a été découvert à l'intérieur est si inhabituel, il faut aussi se pencher sur l'époque dans laquelle vécut Toutankhamon. Il monta sur le trône vers l'an 1332 avant notre ère et n'avait probablement pas plus de 9 ans. Son règne débuta à la fin de l'une des périodes les plus troublées de l'histoire égyptienne, aujourd'hui connue sous le nom d'époque amarnienne. Sous Akhenaton, le système religieux du pays avait été profondément bouleversé. Les dieux traditionnels avaient été relégués à l'arrière-plan, tandis qu'Aton, le disque solaire, avait été placé au centre du culte. Même la capitale avait été déplacée vers une nouvelle ville construite à cet effet, Amarna. Ces changements eurent également des conséquences sur l'art et l'artisanat. Les artistes durent adopter un style nouveau, très différent des traditions antérieures. Lorsque Akhenaton mourut et que les rapports de pouvoir évoluèrent de nouveau, une phase de retour aux anciens cultes commença. C'est dans cette situation que Toutankhamon fut entraîné. Son nom fut modifié, passant de Toutankhaton à Toutankhamon, afin de rétablir le lien avec le dieu Amon. La capitale fut ramenée à Thèbes et les ateliers royaux se retrouvèrent soumis à une pression immense pour produire, transformer ou réattribuer de nombreux objets. À cette époque, il n'était pas rare que des objets soient
réemployées. Des noms étaient effacés puis regravés. Des statues étaient retouchées. Des pièces destinées à une personne pouvaient être attribuées à une autre. Cette pratique est attestée par de nombreuses découvertes de la période amarnienne. Dans la tombe de Toutankhamon aussi, plusieurs objets montrent des signes d'adaptation. Certaines figurines et certains éléments présentent des caractéristiques qui ne correspondent pas clairement à un jeune roi, mais suggèrent des usages antérieurs. Ce contexte historique offre un cadre plausible pour expliquer les anomalies visibles à la surface du masque. Les différences dans la composition de l'or, les oreilles percées et les traces de retouches pourraient indiquer que le masque a d'abord été conçu pour quelqu'un d'autre avant d'être adapté. Mais cette explication ne vaut que tant que l'on se limite aux éléments extérieurs. Ce que les chercheurs ont découvert à l'intérieur ne s'inscrit pas aussi facilement dans ce schéma. Afin d'analyser plus précisément la structure du masque, celui-ci fut étudié aux musées égyptiens du Caire, à l'aide de plusieurs technologies modernes. Une équipe internationale utilisa notamment la fluorescence X pour déterminer la composition chimique de la surface, ainsi que la tomographie assistée par ordinateur à haute résolution pour rendre visible la structure interne. En complément, une méthode capable de pénétrer particulièrement profondément dans les matériaux fut employée, le balayage neutronique. Cette technique permet de voir à travers le métal massif sans l'endommager, tout en livrant des informations détaillées sur les structures cachées. Les premières images tomographiques confirmèrent que le masque n'était pas constitué d'un seul bloc d'or. Il est formé de plusieurs éléments assemblés à certains endroits précis. Ces jonctions semblent avoir été placées de manière à répartir les contraintes mécaniques et à renforcer la stabilité de l'ensemble. L'épaisseur du matériau varie également selon les zones. Cela suggère que la construction a été conçue pour trouver un équilibre entre poids et flexibilité. À l'intérieur de la barbe postiche, les chercheurs découvrirent une structure de maintien invisible depuis l'extérieur, destinée à la fixer solidement au menton. Une telle solution est inconnue sur les objets comparables de cette époque et répond manifestement à une exigence purement fonctionnelle. Tous ces résultats montrent que le masque a été fabriqué avec une compréhension technique remarquable. Pourtant, tout cela concerne encore la construction externe. Le moment décisif n'arriva que lorsque les scans neutroniques révélèrent enfin la face intérieure. Cette surface directement posée sur le visage de la momie est demeurée cachée dans l'obscurité pendant plus de 3000 ans. Lorsque les premières images de l'intérieur apparurent sur les écrans, l'atmosphère dans la salle changea immédiatement. Ce que les chercheurs voyaient n'était pas simplement une curiosité technique supplémentaire. C'était quelque chose qui n'avait jamais été mentionné dans aucune description antérieure du masque et qui ne pouvait pas s'expliquer facilement. Sur la surface intérieure du masque, exactement là où il reposait contre le visage de la momie, deux éléments nettement distincts furent observés. Le premier était une seconde couche d'or, extrêmement fine, qui n'était ni lisse ni neutre, mais modelée selon les contours d'un visage humain. Cette forme intérieure présentait une ligne de mâchoire clairement définie, des pommettes marquées et des détails délicatement travaillés. Elle ne semblait pas être apparue par accident, ni comme un simple sous-produit de la forme extérieure. Elle paraissait au contraire avoir été intentionnellement façonnée. Lorsque les chercheurs commencèrent à mesurer ces structures internes et à les comparer aux données issues de précédents examens tomographiques de la momie, une image étonnante prit forme. Les proportions de cette forme intérieure correspondaient à la structure du crâne de Toutankhamon. L'inclinaison du front, la forme de la mâchoire et l'arrondi des joues concordaient avec les caractéristiques anatomiques du jeune roi d'une manière difficile à attribuer au hasard. Il en résultait un contraste inattendu. Le visage visible depuis plus de 100 ans comme représentation de Toutankhamon s'écarte de ses autres portraits connus, mais le visage invisible, à l'intérieur, semble lui correspondre plus fidèlement sur le plan anatomique. Un même objet contient donc deux niveaux de représentation différents, qui ne coïncident pas. Le second élément découvert à l'intérieur consistait en des inscriptions d'une finesse extrême. Elles étaient si petites et si bien dissimulées qu'elles demeuraient invisibles à l'œil nu. Aucune des descriptions rédigées depuis la découverte du masque n'en faisait mention. Seule l'imagerie moderne permit de les révéler. Les spécialistes de la langue égyptienne antique identifièrent ces signes comme une forme de texte funéraire datant de l'époque de Toutankhamon. Parmi eux figurait une version abrégée de son nom de trône, telle qu'elle était utilisée dans certains contextes rituels. Les inscriptions mentionnaient également le passage à travers l'horizon oriental, ainsi que la renaissance sous la protection du dieu Amon. Mais ces textes ne se trouvent pas à un endroit où ils pourraient être vus ou lus. Ils sont gravés sur la face intérieure, directement à l'endroit où le masque était en contact avec le visage de la momie. Une fois le masque posé lors des funérailles,
cette surface fut complètement scellée. Aucun être humain, aucun prêtre, aucun observateur n'aurait jamais pu voir ces inscriptions. Cela contraste fortement avec les inscriptions extérieures, qui sont clairement conçues pour être visibles. Les textes à l'avant suivent la logique bien connue des rituels funéraires égyptiens. Ils s'adressent aux divinités et sont destinés à être lus afin de guider le défunt dans l'au-delà. La visibilité et la lisibilité en sont des éléments essentiels. Les inscriptions internes, en revanche, échappent totalement à cette fonction. Une fois le masque en place, elles ne peuvent ni être vues ni être lues. Et pourtant, elles ont été exécutées avec une grande précision. Cela soulève une question fondamentale. Si ces textes n'étaient pas destinés à un public humain ou divin au sens traditionnel, quel était leur rôle? À ce jour, aucune explication unanimement acceptée n'a été proposée. Ni la théorie de la réutilisation, ni celle d'une fabrication précipitée ne suffisent à rendre compte de cette particularité, car ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble pas à un détail improvisé, mais à une décision délibérée. De nombreuses années après la découverte du masque, un incident faillit entraîner la perte d'une partie de cet objet unique. En 2014, à Pata, la barbe caractéristique du masque se détacha accidentellement lors de travaux effectués par des employés du musée égyptien du Caire qui ajustaient l'éclairage de la vitrine. Cet événement fut confirmé officiellement et déclencha immédiatement une réaction en interne. Au lieu d'interrompre les travaux et de faire appel à une équipe spécialisée en restauration, une décision fut prise dans l'urgence. La barbe fut recollée à l'aide d'un adhésif industriel, normalement utilisé pour des fixations solides dans des contextes techniques. Le produit durcit rapidement et laissa des résidus visibles au niveau du menton. Lorsque cet incident fut rendu public au début de l'année 2015, des experts du monde entier exprimèrent de vives critiques. La gestion de l'un des artefacts les plus importants de l'humanité soulevait des questions quant au respect des normes de conservation. Par la suite, le restaurateur Christian Ekman fut chargé de réparer les dégâts. Le retrait de la colle s'avéra extrêmement complexe. L'adhésif s'était solidement lié à la surface du métal ancien, déjà recouverte d'une fine patine. Toute tentative de l'enlever mécaniquement risquait de rayer ou de déformer l'or. Ekman et son équipe optèrent pour une méthode progressive et prudente. À l'aide de cire d'abeilles chauffée et d'outils spécialement conçus, ils retirèrent la colle couche après couche. Ce processus fut lent et exigea une précision extrême. Chaque centimètre nécessitait parfois plusieurs heures de travail. Au cours de cette restauration, un aspect du masque devint plus évident que jamais. Dans certaines zones, sa structure est étonnamment fine et fragile. Une pression minime aurait suffi à causer des dommages irréversibles. Ce n'est qu'au contact direct que cette vulnérabilité apparut clairement. La restauration fut finalement menée à bien, et le masque put être de nouveau exposé. Mais cet incident entraîna également une réévaluation des pratiques de conservation au musée et lança un débat plus large sur la gestion du patrimoine culturel. Cependant, cet épisode soulève une autre question, souvent négligée. Si, lors du retrait de la colle, les parties internes du masque avaient été endommagées, notamment cette surface invisible contenant les inscriptions fines, personne n'en aurait jamais rien su. Ces détails auraient disparu sans même avoir été documentés. Pendant plus de 3000 ans, les structures internes du masque sont restées intactes et invisibles. En quelques heures seulement, une décision imprudente aurait pu suffire à détruire ces éléments à jamais. Cette idée illustre à quel point notre connaissance du passé peut être fragile. Les découvertes faites à l'intérieur du masque restent encore sans explication claire. Elles pourraient indiquer que cet objet constitue un cas unique, ou bien elles pourraient suggérer que d'autres artefacts n'ont tout simplement pas encore été étudiés avec des méthodes similaires et cachent des surprises comparables. Les inscriptions internes, directement en contact avec le visage du défunt et impossibles à lire après l'enterrement, ne correspondent à aucune catégorie connue de l'égyptologie. Elles ne sont ni purement décoratives, ni clairement communicatives. Pourtant, elles sont trop précises pour être considérées comme accidentelles. Quelqu'un les a placées là intentionnellement, en sachant qu'elles en resteraient cachées. C'est précisément ce qui rend ce mystère si profond. Car si ces éléments n'étaient pas destinés à être vus, alors pour qui ou pourquoi ont-ils été créés? Et c'est à ce point que les certitudes commencent à se dissoudre. Si l'on rassemble tous les indices, les différences de matériaux, les traces de modification, les proportions inhabituelles du visage et enfin ce qui se cache à l'intérieur, une image émerge qui ne correspond plus aux explications traditionnelles. Ce n'est pas un seul détail qui soulève le doute, mais l'accumulation de nombreuses anomalies. L'idée que le masque ait été initialement conçu pour une autre personne ne paraît plus si improbable. Dans une époque marquée par des bouleversements
bouleversements rapides et des changements de pouvoir, il est tout à fait envisageable qu'un objet déjà commencé, voire terminé, ait été réattribué. Mais même cette hypothèse ne résout pas tout, car la structure interne ne ressemble pas à une simple adaptation. Elle semble avoir été pensée dès le départ comme une composante essentielle de l'objet. Peut-être que c'est là que réside la clé. Alors que l'extérieur était destiné au monde visible, aux vivants, aux dieux, à tous ceux qui devaient contempler ce visage, l'intérieur pourrait avoir rempli une fonction différente. Une fonction liée non pas à la vision, mais au contact, à la proximité, à la connexion. Le fait que la forme interne corresponde si précisément aux traits anatomiques du roi, tandis que l'extérieur s'en écarte, ouvre la porte à plusieurs interprétations. L'extérieur pourrait représenter une image idéalisée, conforme aux règles de l'art royal. L'intérieur, lui, pourrait être une représentation plus intime, peut-être plus fidèle, destinée uniquement au défunt lui-même. Les inscriptions cachées pourraient alors prendre un sens nouveau. Si elles ne devaient pas être lues, ce n'est peut-être pas parce qu'elles étaient insignifiantes, mais parce que leur efficacité ne dépendait pas de leur visibilité. Dans la pensée égyptienne, le mot, qu'il soit parlé ou écrit, possédait une force propre. Il pouvait agir indépendamment du fait qu'il soit perçu. Mais tout cela reste hypothétique. Il n'existe aucune preuve définitive permettant de confirmer ou d'infirmer ces idées. Ce qui demeure, c'est un objet qui, malgré des décennies de recherche, continue de poser des questions. Ce qui reste, c'est un objet qui, malgré des décennies de recherche, continue de résister aux explications simples. Un masque qui, au premier regard, semble parfait, mais qui révèle, à mesure qu'on l'étudie, une complexité bien plus profonde que ce que sa surface laisse deviner. Peut-être est-ce précisément pour cela qu'il exerce une telle fascination depuis sa découverte. Il ne s'agit pas seulement d'une œuvre d'art, mais d'une énigme, un témoignage d'un monde disparu qui nous rappelle que notre compréhension est toujours partielle. Même les objets les plus célèbres peuvent encore contenir des secrets. Et tandis que les technologies modernes nous permettent de pénétrer toujours plus profondément dans ces vestiges, une vérité demeure. Chaque réponse soulève de nouvelles questions. Et parfois, ce sont précisément les éléments cachés qui en disent le plus sur le passé. Peut-être est-ce là sa signification la plus importante. Non pas dans ce que nous savons déjà avec certitude, mais dans ce qui échappe encore à notre compréhension. Car plus on s'attarde sur cet objet, plus il apparaît qu'il n'est pas seulement le produit d'un savoir-faire exceptionnel, mais aussi le reflet d'une époque particulière. Une époque marquée par des bouleversements, des incertitudes et des décisions prises dans l'urgence. Si l'on imagine le moment de sa fabrication, une image très différente de celle d'un processus calme et méthodique se dessine. Des ateliers où plusieurs projets étaient menés simultanément. Des artisans recevant des instructions pour modifier des objets, remplacer des noms, ajuster des formes. Et au milieu de cette activité, la tâche de donner à un roi défunt un visage pour l'éternité. Peut-être que ce visage n'était pas destiné à être une représentation définitive, mais plutôt une solution trouvée dans un moment où il fallait agir vite. Et pourtant, la précision technique du masque suggère autre chose. Rien n'y semble laissé au hasard. La construction est réfléchie, les matériaux choisis avec soin, les détails exécutés avec une maîtrise exceptionnelle. Cela va à l'encontre de l'idée d'une création purement improvisée. Cela indique plutôt que différentes phases se sont superposées. Des éléments déjà existants ont peut-être été combinés avec d'autres plus récents. Des modifications visibles ont été apportées à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose de différent prenait forme. Peut-être que la surface extérieure était destinée à représenter une image officielle, un symbole de pouvoir royal, d'ordre divin, de restauration des traditions après une période de rupture. L'intérieur, en revanche, pourrait avoir eu une fonction plus intime, une sorte de lien entre le corps physique et ce que les anciens Égyptiens concevaient comme les différentes composantes de l'âme. Dans cette perspective, le masque ne serait pas seulement un objet protecteur ou symbolique, mais aussi un outil, un instrument accompagnant le passage vers l'au-delà. Quelque chose qui ne se contente pas de représenter le défunt, mais qui participe activement à sa transformation. Cela pourrait expliquer pourquoi la forme intérieure correspond si précisément à ses traits, son nez à ses traits. Et pourquoi les inscriptions sont placées exactement là où elles entrent en contact direct avec le corps. Mais même si cette hypothèse est juste, une question persiste. Pourquoi ce type de conception n'apparaît-il pas plus souvent? Pourquoi ne connaissons-nous pas d'autres exemples similaires?
Est-ce un cas unique? Ou bien avons-nous simplement manqué les indices ailleurs, faute d'avoir regardé suffisamment en profondeur? Le développement des méthodes d'analyse modernes a déjà montré que de nombreux objets sont encore loin d'être entièrement compris. Les techniques comme la tomographie ou les scans neutroniques ouvrent des perspectives totalement nouvelles. Il est possible que nous ne soyons qu'au début d'un processus qui transformera notre compréhension de l'art et des pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Et c'est là que tout prend sens. Ce qui semblait être l'un des symboles les plus familiers de l'Antiquité se révèle, à y regarder de plus près, bien plus complexe. Une combinaison de perfection visible et de structures cachées, de tradition et d'adaptation, de certitude et de mystère. Le masque de Toutankhamon nous rappelle que même les images les plus connues peuvent posséder une seconde dimension. Une dimension qui ne se révèle que si l'on accepte de regarder au-delà de l'évidence. Et peut-être est-ce précisément cette dimension invisible qui nous rapproche le plus des personnes qui l'ont créé. Car au fond, la question n'est pas seulement de savoir pour qui ce masque a été conçu à l'origine. La question est aussi de comprendre quelle signification ses créateurs lui attribuaient réellement. Une signification qui ne pourra peut-être jamais être entièrement reconstruite, mais qui se laisse approcher, peu à peu, à travers chaque nouvelle découverte. Et c'est exactement pour cela que cet objet continue de captiver aujourd'hui. Non pas parce qu'il apporte toutes les réponses, mais parce qu'il nous oblige à continuer de poser des questions. On pourrait croire que tout a déjà été dit, que chaque détail a été analysé, chaque hypothèse formulée, chaque mystère réduit à une explication rationnelle. Et pourtant, ce masque résiste. Il ne se laisse pas enfermer dans une seule interprétation. Plus on l'étudie, plus il semble s'éloigner d'une vérité unique. Peut-être que nous posons la mauvaise question depuis le début. Peut-être qu'il ne s'agit pas de savoir si ce masque appartenait vraiment à Toutankhamon ou s'il a été conçu pour quelqu'un d'autre. Peut-être que la véritable question est ailleurs, dans la manière dont cet objet a été pensé, dans l'intention derrière sa création. Car si l'on considère l'ensemble des éléments, l'extérieur idéalisé, l'intérieur anatomiquement précis, les inscriptions invisibles, une idée commence à émerger, celle d'un objet conçu sur plusieurs niveaux, un objet qui ne remplit pas une seule fonction, mais plusieurs à la fois. Dans l'Égypte ancienne, la frontière entre le visible et l'invisible n'était pas aussi nette que dans notre conception moderne du monde. Ce qui ne pouvait pas être vu n'était pas nécessairement inexistant. Au contraire, l'invisible pouvait être tout aussi réel, tout aussi puissant, parfois même plus essentiel que ce qui était exposé aux yeux de tous. Dans cette logique, le masque pourrait avoir été conçu comme une interface, un point de rencontre entre deux réalités, l'une destinée au monde extérieur, au rituel, au regard, aux traditions, l'autre tournée vers l'intérieur, vers le défunt, vers son identité, vers son passage dans l'au-delà. Cela donnerait un sens nouveau à la coexistence de deux visages dans un même objet. L'un public, codifié, conforme aux règles de la représentation royale. L'autre privé, précis, presque intime. Comme si le masque devait à la fois montrer et préserver, représenter et accompagner. Et les inscriptions invisibles prendraient, dans ce contexte, une dimension encore plus particulière. Si elles n'étaient pas destinées à être lues, alors leur fonction n'était peut-être pas liée à la communication, mais à l'activation. Comme si leur simple présence suffisait. Comme si le fait qu'elles soient là, au contact direct du corps, leur conférait une efficacité propre. Cela pourrait sembler abstrait à première vue, mais dans la pensée égyptienne, le pouvoir du mot écrit ne dépendait pas toujours d'un lecteur. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des signes, ils étaient porteurs d'une force, d'une intention, d'une réalité. Et si cette idée est juste, alors le masque devient bien plus qu'un objet funéraire. Il devient un mécanisme, une construction pensée pour agir même dans l'obscurité totale, même en l'absence de tout regard. Mais alors une autre question se pose. Si un tel niveau de complexité existait, combien d'autres objets contiennent encore des éléments que nous n'avons pas découverts? Combien de structures invisibles? Combien de messages cachés? Combien de fonctions oubliées restent encore à révéler? Car il faut le rappeler, pendant des siècles, ces artefacts ont été étudiés uniquement à partir de leur surface. Ce n'est que récemment que la technologie permet d'aller au-delà, et chaque nouvelle avancée ouvre une porte qui, jusque-là, était restée fermée. Cela signifie que notre compréhension actuelle est peut-être encore incomplète, que ce que nous considérons comme acquis pourrait être remis en question. Non pas parce que les données étaient fausses, mais parce qu'elles étaient limitées. Le masque de Toutankhamon pourrait alors représenter bien plus qu'un cas isolé.